Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au symposium international organisé par la chaire UNESCO sur la démocratie, la citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire, donc la chaire DCEMET. Le titre du symposium est Paix, culture et justice sociale. Mon nom est Mathieu Cook, je suis anthropologue et professeur au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis co-titulaire de la chaire UNESCO en transmission culturelle chez les premiers peuples. Et c'est dans le cadre des activités de cette chaire que nous avons organisé cette session dans le symposium international. Donc, le symposium comprend plus de 50 sessions en anglais, en français, en espagnol et en coréen, avec environ 150 intervenants de plus de 35 pays. Cette session est enregistrée et elle sera diffusée demain sur YouTube. Nous vous invitons à consulter le site web du symposium pour avoir plus d'informations. Donc, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre session qui est intitulée «L'engagement comme moteur de paix et décolonisation». Notre discussion va se dérouler en deux temps. Donc, une première partie maintenant entre 9h30 et 10h30, puis on va reprendre entre 11h et midi pour une deuxième partie. Donc, j'invite les personnes qui ne l'ont pas déjà fait à s'inscrire à la deuxième partie. Parce que ça prend une deuxième inscription. Et je vais jouer le rôle de président pour les discussions qui vont avoir lieu. Donc, on va avoir en tout 5 panélistes. Dans la première partie, on va entendre Anne-Sophie Boily, qui est de descendance Pequawgamilnut, donc la communauté Innu de Mashteuiatsi et euro-canadienne. Elle est candidate au doctorat en linguistique appliquée et analyse de discours à l'Université Carleton. Le titre de sa présentation est Langue autochtone et représentation, parcours doctoral à visée décoloniale. Ensuite, on va entendre Madame Caroline Nepton-Hott, qui est membre de la communauté Innu de Mashteuiatsi également, professeure régulière au département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal et candidate au doctorat au département des sciences des religions. Le titre de sa présentation est Regard sur les pratiques curatoriales de Nekanatukuiwet, celle qui prend soin. Et enfin, dans cette première partie, on va entendre M. André Dudemaine, qui est Innu également de la communauté de Mashteuiatsi et leader du milieu culturel autochtone au Québec. Il va nous entretenir sur Terre en Vue, donc un organisme à but non lucratif qui a pour mandat de faire connaître et apprécier les cultures premières. Ensuite, dans la deuxième partie, on va entendre deux panélistes que je vais présenter davantage tout à l'heure. Donc, qui est M. Jean-Charles Pietachaud, Innu et chef de la communauté des Kwanichit, et Émilie Desrosiers, qui est candidate à la maîtrise en travail social et qui a œuvré comme travailleuse sociale dans la région de la baie d'Hudson au Nunavik. Si je vous parle de cette session, en fait, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'à l'origine des deux sessions qu'on a, il y avait un questionnement qu'on s'est posé à la chaire, donc sur les liens entre la décolonialité et la paix. En effet, on s'est demandé comment imaginer la paix sans chercher la justice et la liberté pour tous et toutes dans toutes les sphères de l'activité humaine. Et lorsqu'il est question des réalités des premiers peuples dans les Amériques, cette question en appelle une autre. Comment peut-on s'opposer au colonialisme sous toutes ses formes, partout, tout le temps? En réponse à ces questions, il est important de considérer à la fois les possibilités d'engagement dans la sphère publique et celles qui prennent place dans un environnement plus discret. C'est ce qui va teinter, je dirais, les présentations de nos différentes panélistes. Cette session s'intéresse aux différentes façons de s'engager envers une transformation sociale par le biais des arts, des luttes sociales, de la gouvernance politique, des sciences, etc. Donc, elle va donner la parole à des femmes, des hommes, des personnes autochtones et allochtones à propos des réalités autochtones au Québec. Donc, dans cette session, plus précisément, on va s'intéresser aux idées et aux façons de faire des personnes qui s'engagent dans le chemin de la transformation sociale à propos du colonialisme et des réalités autochtones. Dans leur communication, les 5 panélistes sont donc invités à partager des aspects à la fois personnels, pratiques et quotidiens de leur engagement. Nous proposons donc de réfléchir ensemble sur la décolonialité, un thème qui est important dans les travaux de la chaire UNESCO DCEMET, qui est l'hôte de ce symposium. Le format de la session est le suivant. On a donné 15 minutes
à chacune des panélistes pour qu'ils nous présentent ses idées. Ensuite, il va y avoir une période d'interaction entre panélistes que je vais animer et il y a également une période d'échange sous la forme de questions-réponses avec l'auditoire. Je vous invite à écrire vos questions au fur et à mesure dans le chat, puis je pourrai les lire aux panélistes par la suite pour qu'ils puissent y répondre. Donc, ça va être suivi d'une courte synthèse et conclusion à la fin. Donc, voilà pour ce que j'avais à dire. Donc, je vais passer la parole dès maintenant à Madame Anne-Sophie Boily. Je Cométine Mathieu, merci. Voyez-vous toujours bien mon écran et m'entendez-vous bien? Ça marche. OK. Je vais juste arranger ma vue de participant. Donc, Koué Castineau, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation à participer à ce panel-là. C'est très intéressant, je pense, pour moi, de pouvoir venir partager un peu ma perspective. Aujourd'hui, je veux vous parler un peu de mon parcours rapidement, de certains constats, certaines réflexions auxquelles j'en suis venue dans mes travaux qui portent beaucoup sur les langues autochtones au Canada de façon générale et à leur représentation, surtout représentation politique, représentation parlementaire, je vais y revenir tout à l'heure. Et donc, à travers tout ça, c'est ça, parler un peu de certaines réflexions qui m'habitent dans mes travaux, mais aussi au niveau personnel, dans mon propre rapport à mon identité qui est en mouvement puis qui est en reconfiguration constante. Donc, je commencerai peut-être justement par vous parler un peu de mon parcours. Je suis membre de la communauté des Péquot-Gamelnuts de Mashteuiat. J'ai grandi par contre à Montréal. J'ai habité un peu partout dans différentes régions du Québec, de l'Est du Canada dans ma vie. J'ai jamais habité sur la communauté. Donc, j'ai grandi beaucoup dans un milieu, autant dans mon cercle familial, amical qu'à l'école aussi, puis dans le milieu académique, dans des milieux qui sont très, très allochtones. Et donc, ça m'a fait grandir, puis ça m'a fait, disons, développer une vision du monde, puis une façon de nommer les choses aussi, de parler, qui est très, très allochtone et qui est très, très coloniale aussi en quelque part. Donc, à ce niveau-là, autant dans ma vie personnelle que dans mon rapport à la recherche, par exemple, à mon rapport à la sociolinguistique, qui est la discipline dans laquelle je m'inscris, j'essaie un peu de décoloniser ma vision du monde, mes façons de faire, mes façons de nommer les choses également. C'est-à-dire donc de déconstruire les schémas de pensée dans lesquels avec lesquels j'ai été habituée, en fait, pour laisser plus de place finalement à des visions puis à des façons de faire autochtones. Est-ce que c'est moi qui ai un son ou c'est tout? OK. Pardon. Donc voilà, je suis pas non plus, je tiens à le dire, c'est important pour moi. Je pense que ça fait partie aussi de mon identité, justement, de ne pas être locutrice du Nelweun, qui est la langue ancestrale des Péquot-Gamelnuts. Puis j'essaie, mais en même temps, je sais que c'est super difficile. Puis je sais que ça demande beaucoup de temps puis beaucoup d'implication. Mais donc voilà, je parle français, je parle anglais et ça s'arrête pas mal là. Oui, c'est ça. Je voulais aussi, en fait, vous parler un peu de l'histoire du Nelweun, un peu dans ma famille. Ma grand-mère le parlait. Ma grand-mère le parlait quand elle était jeune, surtout avec son père. Elle me racontait qu'elle allait dans le bois avec lui. Puis c'est là qu'elle a acquis cette langue-là. Mais au moment d'aller à l'école, vers l'âge de 5-6 ans, on a arrêté de lui parler en Nelweun et ça a été strictement français-anglais. C'est une histoire qui est très anecdotique, qui est très propre à sa propre cellule familiale, mais ça a des impacts après au niveau de la transmission intergénérationnelle qui ne s'est pas fait. Puis c'est parce que c'est aussi une histoire qui a des échos dans d'autres familles, dans d'autres communautés, puis même au niveau d'autres langues au Canada. Bien que toutes les langues autochtones soient complètement différentes les unes des autres au Canada, il reste qu'elles ont quand même été la cible de politiques linguistiques, de politiques coloniales à visée assimilationniste qui ont eu des impacts très, très importants sur cette transmission-là, justement, puis sur l'utilisation des langues. Donc, dans mes travaux, je m'intéresse beaucoup, en fait, à
de par cette double identité, disons, puis de par, je pense, un peu ma position par rapport ou à mes questionnements par rapport à ma propre appartenance et tout ça, je m'intéresse beaucoup dans mes travaux fondamentalement aux relations entre autochtones et allochtones. Puis je me sers de la question des langues, si on veut, pour explorer cette relation-là entre autochtones et allochtones, puis comment finalement les structures coloniales sont encore visibles, puis sont encore néfastes donc dans nos sociétés. Je vais vous présenter certains résultats, certains constats auxquels je suis arrivée dans mes travaux sur la représentation des langues autochtones au niveau, comme je vous le disais, parlementaire. En 2019, il y a le gouvernement libéral a adopté la loi sur les langues autochtones, qui est la première mesure législative à reconnaître l'existence des langues autochtones et leur importance et vise à les soutenir finalement à travers le Canada. Et donc, je suis allée m'intéresser à comment les parlementaires débattaient des langues autochtones dans ce contexte-là. Et puis, il y a plusieurs de ces constats-là qui résonnent dans mes propres réflexions également, puis dans d'autres contextes aussi. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire des liens avec d'autres contextes, notamment au niveau des arts. Donc, j'ai très hâte à ce niveau-là d'entendre mes collègues. Il y a des idéologies qui sont, c'est-à-dire donc des schémas de pensée qui sont partagés dans la société, qui sont acquis, qui sont tenus pour acquis et qui sont reproduits dans les institutions et les discours qui ont encore des impacts très, très importants sur justement la représentation qu'on se fait des langues autochtones. Notamment, je pense qu'un bon exemple de ça, c'est le bilinguisme. Le Canada est officiellement un pays bilingue, donc institutionnellement, le français et l'anglais ont des droits. Puis il y a beaucoup de financement qui est donné aussi pour justement la protection des minorités francophones. Mais ça amène beaucoup d'ironie, à mon sens, quand on pense, par exemple, à la langue inuit, l'inuktitut, qui est parlée à travers les Nunangat, donc tout le territoire inuit dans le nord. Il y a beaucoup de financement, puis il y a beaucoup d'efforts, puis il y a beaucoup de support institutionnel et financier qui est donné pour la protection des minorités francophones vis-à-vis de, par exemple, de la langue inuit ou de l'inuktitut, en fait, qui reçoit un peu moins de financement à ce niveau-là ou de support institutionnel. On peut penser aussi à une idéologie de l'authenticité. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup dans cette question de comment collectivement on considère qu'une langue est plus authentique qu'une autre. Il y a beaucoup de hiérarchisation à ce niveau-là, dans le sens où de considérer une langue plus authentique, de lui donner plus justement de financement. Si on parle de standardisation d'une langue, par exemple, ben, ça implique que d'autres variétés de langues qui sont considérées moins authentiques vont recevoir moins de visibilité, moins d'appui. Et donc, c'est très dommageable pour un ensemble de pratiques linguistiques, de façons de parler que des populations peuvent utiliser. Quand on parle de représentation des langues aussi au niveau parlementaire, c'est important de se questionner sur l'utilisation des langues. Ça, c'est quelque chose encore une fois, qui me rejoint personnellement parce que ça me remet dans la face, si on veut, que bon, je ne parle pas ma langue ancestrale, mais évaluer un peu puis étudier l'utilisation des langues, notamment en contexte parlementaire, ça permet de mettre en lumière le fait que dans certains cas, ça prend une dimension très, très performative. Il y a de plus en plus d'opportunités, notamment au Parlement, mais dans d'autres sphères aussi, où on peut utiliser les langues autochtones, puis ça, c'est complètement... c'est une grande avancée pour les langues autochtones au niveau de la visibilité puis de l'audibilisation aussi des langues autochtones. Mais il faut faire attention parce que utiliser une langue juste pour un spectacle, si on veut, je vais revenir sur cette notion de spectacle tout à l'heure, ça relève de la performance, puis ça peut, en quelque part, finalement, servir à une instrumentalisation des langues qui ne servent pas leurs intérêts ou l'intérêt des locuteurs, des locutrices. Mais il faut dire que quand même, au niveau parlementaire, en tout cas, quand les députés autochtones utilisent leur propre langue, parce qu'il y a un bagage culturel qui vient avec, les revendications sont plus entendues, les revendications sont plus nommées de façon plus profonde aussi. Il y a cette connexion entre langue, spiritualité, territoire, culture, que les locuteurs, locutrices des langues qui sont elles-mêmes autochtones comprennent, connaissent et donc sont capables aussi de verbaliser quand elles utilisent leur langue dans des contextes où normalement ces langues-là sont complètement, je dis normalement, mais historiquement en fait, sont complètement absentes
comme au Parlement. Finalement, un autre gros morceau dans mes travaux sur la représentation des langues autochtones, concerne la nomination. Donc, qui nomme, quelle langue, comment, c'est très, très, très important pour moi. Dans mes travaux, notamment, j'ai constaté que les locuteurs, locutrices autochtones nomment de façon proportionnellement, nomment plus souvent les langues autochtones en utilisant leur nom. Ce qui veut dire que les députés allochtones vont, un peu comme moi dans cette présentation-ci, à des fins d'illustration, nommer les langues autochtones de façon généralisée, de façon homogénéisante aussi, ce qui a des implications au niveau de la représentation des langues comme étant, est-ce qu'elles sont distinctives? Est-ce que ce sont des situations très différentes ou est-ce que, non, c'est tout, c'est les langues autochtones. On a le français, on a l'anglais, puis on a les langues autochtones. Il y a un peu cette tendance à l'homogénéisation qui a des répercussions très importantes quand même. Puis comment on les nomme, ces langues, c'est très important aussi. Par exemple, un bon exemple de ça, c'est il y a un député qui s'est prononcé en Kanien'kehá:ka, une langue qu'on nomme aussi parfois Mohawk, que historiquement on a nommé aussi Iroquois, par exemple. Mais donc, quel mot est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on utilise un terme qui est colonial, un terme qui est francisé, anglicisé, ou est-ce qu'on utilise le nom de la langue dans la langue elle-même, de façon à respecter les choix des populations concernées? De façon générale, au Parlement, ce n'était pas une surprise qu'on utilise plutôt des façons coloniales de nommer les langues. Donc, encore une fois, ça a des implications, puis ça me fait moi-même réfléchir aussi à ma propre pratique de nomination des langues, puis comment est-ce que moi, je catégorise les langues, comment est-ce que je les nomme aussi dans mes travaux et tout ça. Il me reste combien de temps? J'ai un gros graphique, mais je pense pas que je vais... Il te resterait autour de 4 minutes environ. Parfait. Bon, alors un petit graphique, ça va être pour votre propre plaisir. Vous irez faire pause sur YouTube, puis vous vous amuserez à regarder ça. Non, mais ça, c'est les langues qui sont parlées. Donc, c'était vraiment pour illustrer, bon, il y a une grande diversité de langues autochtones qui sont nommées, mais il reste que celles qui sont nommées le plus souvent ont souvent déjà un pouvoir de représentation. Soit c'est des langues qui ont beaucoup de locuteurs au Canada, soit c'est des langues qui ont un statut officiel. Les Nuptut, par exemple, ont un statut officiel au territoire du Nord-Ouest, au Nunavut, ou c'est des langues qui ont des locuteurs présents au Parlement, par exemple. Donc, c'est extrait de tout ça. Je voulais revenir sur cette question de spectacle en parlant de la réconciliation. Je suis encore dans cette approche critique de réfléchir aux mots qu'on utilise puis aux noms qu'on donne à des phénomènes. La réconciliation, c'est un bon exemple, je pense, d'un terme ou d'un... Ça va au-delà du terme, évidemment, ça vient avec d'autres pratiques sociales puis des institutions qu'on met en place et tout ça, mais qui est important de décoloniser, je pense, pour un avenir qui est plus respectueux. Il y a beaucoup d'auteurs, autrices, activistes, artistes autochtones qui travaillent là-dessus, sur cette idée que la réconciliation libérale prend la forme d'un spectacle au Canada actuellement parce qu'il y a des rapports coloniaux très discriminants qui existent encore, mais on essaie de les reléguer dans le passé. On essaie de dire « Ah non, mais oui, en fait, on est désolé pour les pensionnats, mais ça, c'était avant. Maintenant, on a une loi sur les langues autochtones. » C'est un peu ça l'idée, là, de dire c'est terminé, passer à autre chose, alors que pour beaucoup pour beaucoup de personnes, en fait, c'est que les rapports coloniaux étant encore très vifs, on ne peut pas vraiment se décoloniser, on peut pas se réconcilier, mais on peut tenter de décoloniser un peu nos pratiques, nos façons de faire. Et donc, au Parlement, notamment, c'est très, très visible ce spectacle-là où on performe un remords pour des événements du passé, puis on performe aussi une reconnaissance, mais qui demeure de la reconnaissance. Donc, on est un peu en surface, en mode, voilà, on reconnaît, les langues existent. Maintenant, on fait quoi? Ben, les langues existent, tu comprends? Donc voilà, c'est cette idée un peu il faudrait passer d'un spectacle de la réconciliation à vraiment une réconciliation qui mène à une résurgence autochtone, à une décolonisation, donc à une déconstruction de nos façons de penser, de nos façons de faire, de nos structures politiques, linguistiques et autres.
Donc, voici, je voudrais terminer peut-être, c'est ça, dans mes travaux, je nomme cette approche-là qui m'amène à toutes ces réflexions-là comme une approche à visée décoloniale et non pas décoloniale elle-même, encore une fois. Je suis dans les mots, je suis dans c'est tout moi. Mais c'est pour un peu nommer cette idée que je ne suis pas décolonisée, c'est pas une destination que je pense que je vais atteindre jamais dans ma vie. C'est vraiment un processus, c'est long, puis c'est complexe, c'est des allées, des retours, tout ça. Je pense qu'un bon exemple du fait que à quel point je ne suis pas décolonisée, le tableau que j'ai passé rapidement, c'est tellement colonial de catégoriser les langues comme ça, d'essayer de les quantifier, c'est hyper colonial. Mais c'est un automatisme parce que j'ai grandi un peu avec cette façon de concevoir la science, puis la sociolinguistique, tout ça. Donc, c'est un travail constant de réfléchir à comment est-ce que moi-même je donne les langues, comment je catégorise les choses, comment j'analyse, j'interprète les données auxquelles je suis confrontée. Donc, un travail en cours, beaucoup de questions, peu de réponses. Mais je vous laisserai peut-être justement sur une question qui, j'espère, pourra amener à des réflexions avec mes collègues puis le public aussi. Une question qui m'habite beaucoup particulièrement ces temps-ci, ce paradoxe qui existe quand on parle de décolonisation puis quand on parle de justement ce spectacle de la réconciliation, entre autres. D'un côté, on a un droit à l'autodétermination comme premier peuple, on a un droit à cette résurgence-là, à se créer, se reconstruire nos propres institutions, nos propres structures. Mais en même temps, il y en a qui existent, les structures coloniales, dans lesquelles, jusqu'à un certain point, on n'a pas le choix de composer. Donc, comment on fait pour négocier notre place là-dedans? Comment on fait pour parvenir à des pratiques qui soient plus décoloniales, qui soient plus proches d'une justice sociale puis d'une paix pour les premiers peuples, finalement, dans ce contexte-là. Donc, je vous laisse sur cette grande question. Maintenant, merci beaucoup. Quelques références et puis je vous laisse là-dessus. Merci, Sophie. Très intéressant. Je vais maintenant donner la parole à Madame Caroline Nettenhut. Ah, Kwei, bonjour. Merci beaucoup, c'était vraiment fascinant. Il y a plein de choses que j'aurais envie de dire sur votre présentation, mais je vais passer à la mienne. J'imagine qu'après ça, on entre en conversation, puis on va pouvoir échanger. Excellent. Donc, un instant, je vais juste partager mon écran de ma petite présentation que j'ai fait. Donc, est-ce que vous voyez? Oui. On voit, mais avec le... Ah là, c'est parfait. OK, c'est ça. Il fallait juste que je me donne le temps. OK. En fait, ça c'est pas ma thèse de doctorat que je suis en train de terminer comme candidate. C'est un travail que j'ai fait dans le cadre... c'est un travail qui est à cheval. Et là, en termes de pratique décoloniale, pour moi, c'était un peu ça. Je me retrouve dans une zone pas grise, mais pâle, admettons, entre deux types de pratiques. Une pratique où est-ce que je suis dans le cadre de mon doctorat, je suis professeur, mais après ça, je m'en vais travailler avec des artistes, puis tout se fait de manière extrêmement organique, avec des échanges, avec oui, on va faire une recherche, mais en même temps, on ne signera pas de cadre éthique. Oui, tu peux chercher, mais on va juste nous écrire nos trucs. Puis j'ai accepté le projet à réaliser avec Sonia Robertson de la communauté de Mashtoyats parce que c'était un projet que Sonia avait démarré en 2020. Avec le LOB, donc en pleine pandémie. Donc, ça a commencé un peu sur les chapeaux de roue, mais en même temps, on a bien mené la chose. Et Sonia a décidé d'inviter des artistes au LOB à Saguenay, qui est un centre d'artistes, pour réfléchir avec elle à la relation au territoire. Donc, ça s'appelle Eshi Uapatakau Ishkuts Stasinu, donc regard de femmes sur le territoire. Et l'objectif pour elle, c'était de réfléchir à la relation des femmes autochtones de sa communauté, des femmes Innu de sa communauté, leur relation au territoire, comment ça se transforme, comment ça se développe, et de faire, de commissarier, de faire une pratique curatoriale
avec ces 3 artistes-là pendant 1 an au LOB. Et les unes après les autres sont venues faire une résidence d'1 mois au LOB pour préparer une exposition qui allait traiter de ce thème-là. Donc, j'espère que tout le monde me suit. Ah, tiens, je ne suis pas capable de changer. Voilà. Donc, les artistes impliqués puis les personnes impliquées, bien, il y a Sonia Robertson, qui est commissaire, artiste et art-thérapeute, avec une feuille de route extrêmement bien garnie, beaucoup d'expérience. Elle a fait beaucoup d'expositions depuis les années 90. Il y a l'artiste Soleil Launière, qui a proposé l'œuvre Ninana Mapaline, Mon corps tremble, l'artiste Sophie Körner-Stacknow, qui veut dire porter la vie, et la série d'œuvres qui s'intitule également Connexion. Donc, elle avait 2 installations. Et ensuite, l'artiste Marie-André Gill, qui arrive avec quelque chose de complètement éclaté, qui s'appelle Céline Couchepou. Donc, Céline monte dans le bois. Et elle est partie de la biographie écrite sur Céline Dion de M. Germain. Donc, elle a fait un espèce de collage. C'était extrêmement amusant parce qu'elle a fait un collage, je ne peux pas le montrer ici à l'écran, je ne le montrerai pas, là, mais allez sur le site Internet, j'ai mis le lien. Là. Extrêmement intéressant avec, il y a un petit... elle a créé un petit magazine avec les poèmes qu'elle a écrits. Puis c'est une histoire, en fait, de Céline Couchepou. Finalement, Céline Dion devient une Céline Inou. Puis elle a tout découpé dans le livre de M. Germain. Puis elle a créé une autre histoire de Céline qui est Inou, qui monte dans le bois puis qui tombe en amour avec quelqu'un qui s'appelle René de son village. Donc, c'est très amusant. Bon, voilà. Donc, très ludique, là, Marie-André Gill, mais on la connaît, donc voilà. Et moi, j'ai été invitée par Sonia Robertson dès le début de son projet. En fait, elle m'a approchée de manière informelle pour me demander, Caroline, est-ce que tu veux m'aider? Je vais faire une demande au LOB. J'aimerais ça que tu regardes un peu ce que j'ai écrit, qu'est-ce que je propose, est-ce que je suis assez à jour? C'est la pandémie et là, j'ai fait une révision, etc. Puis, elle a déposé son projet au LOB et bien sûr, comme elle est art-thérapeute, son approche de la pratique curatoriale en art, c'est une pratique d'art-thérapie. Donc, ça visait la guérison. Ça se prêtait très bien dans le cadre des activités durant cette pandémie. Alors, qui fait quoi dans ce truc-là? Parce que les artistes créent durant 1 mois pendant 1 an, à différents moments. La commissaire les accompagne et documente un peu leurs pratiques et leurs relations au territoire. Et moi, j'arrive derrière, je me mets où? Qu'est-ce que je fais? Donc, ça a été la grande question qu'on s'est posée. Sonia et moi, je ne suis pas certaine qu'on est arrivé à les rôles de chacun. Hein? Ça a été plus ou moins défini. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est assis en septembre 2021 ensemble et on a adopté verbalement, hein, c'était ça l'éthique, verbalement, de manière communautaire, des valeurs que j'ai expliquées à tout le monde, que j'ai montrées à tout le monde, qui étaient le respect, la pertinence de notre réflexion, l'idée de réciprocité, d'entraide, hein, l'idée de relation. Bien, on voit qu'on est toutes des femmes qui nous connaissons depuis quelques années déjà. La responsabilité qu'on a les unes envers les autres. Le refus, il fallait accepter le fait que si une personne décide qu'elle arrête le projet, ben, elle a le droit. Et j'ai ajouté très récemment, et je pense que Sonia et les autres seraient d'accord avec nous, complicité et plaisir. Je pense que ce sont des valeurs indispensables quand on fait des projets de groupe comme ça, complicité et plaisir. Ensuite, voilà, donc la démarche de la commissaire en bref, et là, je ne veux pas parler pour Sonia, hein, je pense qu'elle est très capable de le faire pour elle-même, mais disons que brièvement, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai constaté après nos conversations, c'est qu'elle a une approche très communautaire, relationnelle, qui est axée sur la guérison, donc sur prendre soin prendre soin des autres, prendre soin de la nature, prendre soin de soi.
c'est inspiré des pratiques ancestrales, que ce soit la vision, le rêve, les rituels. Et les rituels, là, pas nécessairement le rituel au sens ancestral du terme, des pratiques qui se faisaient il y a des centaines d'années, mais l'idée de rituel également qui peut entrer dans ça. Donc, je mets ça là. Échanges et rencontres, bien entendu, hein, des beaux petits macouchams, des belles petites rencontres, des repas ensemble, des accompagnements variés qu'elle a effectués, qui sont en communauté, en territoire, des pratiques d'art-thérapie également. Et bien entendu, comme commissaire Inou, elle arrive pour également faire l'accrochage, la mise en place, l'accompagnement, comme on peut le voir sur la photo avec Soleil Launière au Lobe à Saguenay, où bon, ils sont allés chercher du bois, du sapinage, des choses qui ont fait des marches en forêt, etc. Donc, accrochage, mise en place, mais également toutes sortes d'activités de coordination multiples, notamment la coordination pour la traduction en Néluyun, parce que tous les cartels, toute l'information presque a été traduite en langue autochtone. Donc là, je pense que ici, ma collègue Anne-Sophie va me dire « Ah, OK, oui, ça m'intéresse. » Et puis, bon, l'écriture de documents, etc. Ensuite, moi, comme processus d'accompagnement, j'ai proposé quelque chose d'itératif ou disons ce que j'ai pu constater de la manière qu'on allait le faire. Hein. Donc, comme je vous dis, c'est itératif. Donc, j'avançais, je faisais des choses, j'allais voir comment ça se passait. Puis j'essayais de faire quelque chose, puis là, on dit décolonial. J'essayais de faire quelque chose qui n'était pas trop universitaire, coincé dans un cadre éthique, sans avoir l'impression que je ne respectais pas, si on veut, les normes éthiques de l'université. Donc, je suis restée très à mi-chemin là, entre des choses. C'est pour ça que j'accepte de le faire en conférence, mais que je n'ai jamais écrit de papier sur le sujet. Donc, c'est comment j'ai fonctionné. Donc, accompagnement de manière itérative, concertation et mobilisation. Donc, on s'assoit ensemble, on échange, on regarde. On s'entend sur les rôles de chacun des intervenants, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Il y a des déplacements, de la documentation qu'on allait chercher, que je partageais avec Sonia, etc. Donc, moi, j'étais beaucoup plus en travail direct avec Sonia. Mais il y avait également des analyses, des dialogues. J'ai fait des entrevues avec chacune des artistes au courant de leur résidence d'artiste. Donc, en septembre, c'était Soleil. En février, c'était Sophie. Et en avril, c'était Marie-André Gill. Donc, 2021, 2022. Donc, ensuite de ça, bien sûr, il y a eu la diffusion et l'exposition de Soleil et ainsi de suite. On recommençait concertation avec les filles par Zoom. Hein? Ensuite, mobilisation, idée, l'entente des rôles des intervenantes. Qu'est-ce que Marie-André ou Sophie ou Soleil et Sonia désiraient de moi, des déplacements pour chaque exposition que j'allais effectuer, les entrevues, analyses, dialogues, etc. Donc, ainsi de suite, le cercle se poursuivait comme ça. Moi, j'ai eu une part d'auto-réflexivité dans tout ça, donc on voit que je suis en train de me fixer l'oreille gauche, là, donc je ne suis pas tout à fait au centre, mais c'est correct, elle est parfaite cette photo. Donc, bon, une démarche collaborative, d'échange, beaucoup de souplesse, hein? C'est axé sur le soutien à la commissaire selon ses demandes. Il ne s'agit pas de résultats de recherche. C'est un processus d'accompagnement dont je parle. Donc, c'est très difficile d'essayer de dire « Ah, c'est une recherche universitaire. » Tu sais, il y a quelque chose ici où j'ai essayé d'être dans ces zones-là là, de camailleux. Disons ça comme ça, un camailleux en recherche. Cela pourrait éventuellement orienter une recherche curatoriale autochtone. Il faut savoir que si on voit depuis 2008 de plus en plus d'artistes émergés, autochtones émergés au Québec, hein, les curateurs, les commissaires en art sont beaucoup moins nombreux.
alors qu'il y a eu un tournant de pratiques curatoriales partout en Amérique, à travers le monde, dans les années 90, c'est documenté par O'Neill, je m'excuse des petites clochettes de courriel, c'est documenté par O'Neill à partir des années 90. Chez les Autochtones également, on a pu voir émerger ces pratiques curatoriales, mais surtout du côté de l'Ouest canadien, du côté anglophone, à Vancouver, etc. Au Québec, c'est arrivé beaucoup plus tard. Il y a très peu de commissaires en art. Et Roy-Marie-Ouachiche, Guy Sioui-Durand, Sonia Robertson. Récemment, il y a eu Kim Obom-Sawin qui a fait un petit commissariat, mais beaucoup plus réalisatrice qu'autre chose. Donc, il n'y a presque pas de commissaire en art. Donc, c'est en train d'émerger. Il faut qu'il y ait un passage du savoir avec d'autres jeunes artistes pour qu'ils puissent devenir commissaires et éventuellement documenter ça, cette émergence-là de trucs, de commissariats autochtones. On va... c'est pas terminé. Donc, Caroline, oui. Il vous resterait 2 à 3 minutes. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Parfait. Donc, œuvres exposées, il y en a eu 4 à Saguenay, je les ai nommées plus tôt. Vous avez le site Internet ici plus bas où vous pouvez aller voir les œuvres qui ont été exposées au LOB. Je les ai mis ici comme ça rapidement. Vous pouvez aller sur chacune des trucs. L'aventure s'est continuée parce que j'ai proposé les œuvres complètes et l'installation complète de tout ce qui a été produit dans cette année-là à l'UQAM, à l'Université de Montréal, dans la grande galerie universitaire. Ici, on a encore une fois le site Internet pour aller voir qu'est-ce qu'a eu l'air cette exposition-là qui reprenait les 3 commissariats, les 3 présentations des artistes réalisées, encore une fois, par le commissariat de Sonia Robertson en février 2023. Beaucoup de questions sur la visibilité et la documentation de nos pratiques. Donc, est-ce qu'on veut être visible? Comment? Pardon? Excusez-moi. On a fait également un cercle de partage au terme de ces rencontres-là, avec l'Université du Québec à Montréal et les personnes de la communauté, donc les artistes. Donc, c'est un franc succès. Et je termine avec cette belle photo-là qui est sur la route. Ne dites pas à la police, on va m'arrêter parce que j'ai pris une photo en conduisant. Pardon, shame on me, mais on voit la pancarte de Saguenay. Et tantôt, elle a dit pratique décoloniale, chemin, route, et c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Les allers-retours sur ce chemin-là que j'ai fait pendant mon accompagnement. La décolonisation, cette idée-là de décolonisation, même pour les personnes qui sont d'origine autochtone, peu importe si on est dans la communauté ou à l'extérieur de la communauté, j'imagine que les dynamiques sont différentes, mais ça implique beaucoup de réflexion. C'est un cheminement, c'est des transformations qui fonctionnent par itération. Ça soulève beaucoup de questions éthiques. Hein? Quel genre d'éthique on a envie d'adopter? Comment est-ce qu'on peut faire nos choses éthiques? Comment est-ce on se perçoit, notre rôle de chercheur autochtone, insider, outsider? Les limites des actions communautaires en regard de nos objectifs décoloniales, le fait que, même au sein de nos communautés, on a des problèmes. Donc, il y a des questions de discrimination hors communauté, sur communauté, les distances, etc. Et on m'a donné un nom au final qui est Kawichuet, qui veut dire celle qui accompagne. Et ça me fait bien plaisir finalement d'avoir trouvé un peu mon rôle à ce moment-là, au terme, en fait, de mon accompagnement, qui a été réalisé avec tous ces beaux partenaires-là qui ont participé à ce projet qui a été lancé par la commissaire artiste art thérapeute Sonia Robertson. Wow. Merci beaucoup. C'est très bien d'avoir bouclé la boucle avec le titre de votre présentation. Ça donne beaucoup de pertinence à votre propos. Merci beaucoup. Et je vais maintenant passer la parole à André Dudomaine, qui va nous parler de Terre en vue. Gwegwe Wachia, bonjour. Alors, merci aux 2 panélistes là, qui m'ont précédé. C'est vraiment lumineux et intéressant comme propos. Comme vous
ça paraît un peu, j'ai quelques cheveux blancs, donc moi, je vais peut-être partir d'une perspective un peu plus ancienne. En fait, les années 85, quand je suis arrivé à Montréal depuis ma région natale où j'ai grandi, l'Abitibi, à l'époque, il y avait vraiment une discrimination contre et envers les cultures autochtones qui étaient complètement ignorées. Et particulièrement à Montréal, c'était frappant. Hein? Elisa Isaac, une artiste inuite maintenant bien connue, quand elle est arrivée à Montréal, elle l'avait raconté par après, elle dit, je suis arrivée dans cette ville depuis le Grand Nord, parce qu'elle est inuite. Quand je suis arrivé à Montréal, aucune trace des premiers peuples. Elle dit, ça me mettait en colère. Et effectivement, c'était ce sentiment d'aliénation que les Autochtones avaient en arrivant en ville. Et donc, il y avait toute une réflexion pour, d'une part, changer cette perception de la métropole qui est aussi un discours. Hein. La ville est aussi un discours urbain qui présente, surtout dans ce qui s'appelle les métropoles, qui présente, dans le fond, qui est comme une vitrine, non seulement architecturale, mais il y a, si on analyse le dispositif urbain, il y a aussi une représentation de l'histoire, hein, dans l'art public notamment et dans le monumental, dans l'architecture, dans le nom des rues, dans la toponymie. Et là, vraiment, l'autochtonie originelle du lieu était complètement évacuée. Et ça, c'est très particulier à toutes les villes américaines qui sont construites en éliminant du décor à la fois des Autochtones physiquement, quand ils étaient en ville. Et il y a eu longtemps à Montréal, effectivement, on les appelait à l'époque les Indiens de la montagne. Hein, autour du Mont-Royal, il y avait une population autochtone dans la ville même, hein, jusqu'au 19e siècle. Et tranquillement, il y a eu des manœuvres pour les exiler carrément. Et donc, cet effacement est aussi ethnique. Hein, il y a une forme de nettoyage ethnique, on peut dire, dans un périmètre plus restreint, hein, celui de la ville. Et en même temps, s'établit donc toute une cité qui ignore complètement ses origines premières et l'esprit du lieu. Alors, il s'agissait de le faire revenir, et c'est comme dans cette idée qu'on a. Et en même temps, il y avait tout un mouvement qui est encore ignoré, mais c'est que les Autochtones, à partir des années 80, avaient commencé à être intégrés dans le système d'éducation normale. Donc, il y avait de plus en plus d'artistes qui émergeaient. Il faut dire qu'à l'époque aussi, j'ai travaillé avec Arthur Lamotte, qui est un homme qui m'a beaucoup, beaucoup influencé. Arthur Lamotte, grand cinéaste québécois, qui avait un deal, hein, qui avait une entente avec les aînés de notre nation, la nation Innu, qui voyait avec la sédentarisation tout leur savoir ancestral en train d'être de plus pouvoir être transmis, et avec Arthur, il y a eu une entente comme quoi il allait pouvoir leur donner la parole au travers le cinéma. C'est important de le dire parce que, et Arthur le disait lui-même, il était d'abord, il ouvrait une voie VOIE pour que les voix VOIX puissent passer et être entendues. Alors donc, j'ai pu travailler avec Arthur, ce qui était un grand privilège, sur son dernier long-métrage qui s'appelait « L'écho des songes ». Or, « L'écho des songes », c'était sur des artistes en art autochtone contemporain. Personne ne voulait le financer, parce que personne, dès qu'on disait art et autochtone, ça faisait « hein, de quoi vous parlez ?» Ça devait rester folklorique. Hein? C'était l'art traditionnel, les mocassins parfaits. Mais parler d'art contemporain, et là, vraiment, parfois, je me souviens, on allait rencontrer des bailleurs et parfois on me prenait en aparté et on me disait « Est-ce qu'Arthur va bien? » Parce que ça semblait tellement incroyable que cet homme qui avait documenté toute la vie traditionnelle, tout d'un coup, se tourne vers les artistes. Or,
il a fini par le faire, le film, parce qu'Arthur était très têtu, c'est une longue histoire, mais là aussi, il nous a servi de modèle, très certainement, de réaliser des choses envers et contre les vents dominants. Alors donc, il a fini par faire un film qui n'est pas du tout celui qu'il aurait rêvé de faire, parce qu'il y a eu très peu de moyens. Mais le titre anglais est intéressant, c'est « Shaman Never Dies ». Et ça vient d'un titre d'une artiste, justement, en art contemporain, Jane Ashwater, qui est une artiste, une grande artiste cri, qui a été tout à fait précurseur de tout le courant actuel, hein, dont Caroline a donné un brillant aperçu tantôt. Alors donc, les Shaman Never Die, c'est intéressant et c'est drôle. J'ai pensé à ça en écoutant Anne-Sophie, parce que moi aussi, je viens d'un couple mixte, donc avec 2 héritages. Et dans nos activités à Terres en Ville, on avait organisé un lancement de livres. Et pendant que tu parlais, le livre était là. J'ai dit, mon Dieu, je l'ai ici. C'est le livre de Bernard Saladin d'Anglure, Être et renaître inuit, qui est donc préfacé par Claude Lévi-Strauss, en plus. Je pense que c'est la dernière préface que Claude Lévi-Strauss a écrite de son vivant. Il y avait plus de 100 ans à ce moment-là. Et il me l'a préfacé. Et là, il m'a dit à André Chaman Inou. Là, après, j'ai dit, t'es fou, Bernard, là, je ne suis pas un chaman, moi, j'habite en ville, puis je suis pas du... Mon grand-père était trappeur, mais moi, je vis tout à fait une autre existence. Il dit, les chamans, originellement, c'était les gens qui étaient capables, dans une situation de déséquilibre, de rétablir l'équilibre. Et presque toujours, particulièrement chez les Inuits, c'est des gens qui, dans l'utérus, avaient décidé de changer de sexe. Hein? Donc, des gens qui étaient capables aussi de se changer en animaux s'ils le voulaient, revenir et reprendre présence humaine après. Donc, il dit c'est les gens qui ont cette versatilité qui sont capables de faire des connexions. Et effectivement, c'était ça. Terres en Vue, d'abord, chercher une connexion. Et on s'est heurté très rapidement aux mêmes préjugés et renforcés par la fameuse, ce qu'on a appelé la fameuse crise d'Oka, c'est-à-dire quand il y a eu en 90, pour ceux qui s'en souviennent, à Kanesatake, une 60aine de kilomètres de Montréal, on veut agrandir un terrain de golf, on veut prendre une Pinède qui est un territoire traditionnel mohawk, dans lequel en plus il y a un cimetière ancien, pour raser tout ça, pour en faire un terrain de golf. Il y a une résistance, ça finit par une escarmouche avec la Sûreté du Québec où un policier est tué. Et finalement, c'est l'armée qui arrive. Alors donc, tout d'un coup, Montréal avait l'air de Beyrouth. Et c'est dans ce contexte-là que nous, on est en train de créer un festival. Alors, bonjour l'ambiance. Il a fallu aller vraiment ramer à contre-courant. Et tranquillement, alors là, je vous passe les premières années parce que ce fut, oui, bonjour, assez pénible, mais tranquillement, on a trouvé des partenaires dans la ville, qui étaient souvent des galeries, des petites salles de spectacle, des salles de cinéma, d'art et d'essai, et tranquillement, on a pu commencer à faire des connexions, et c'était souvent bénévole, on avait des spectacles bénéfices. Et au travers de tout ça, on avait dans notre plan l'idée de fêter pour le ramener à la mémoire collective, parce que ça avait été complètement oublié. La Grande Paix de Montréal de 1701, il y avait eu, alors là, bonjour aux universitaires et salutations à l'université, c'est un universitaire, Havard, qui avait fait son doctorat à l'Université Laval sous la direction de Denis Delage. Alors, Gilles Havard publie La Grande Paix de 1701, la Grande Paix de Montréal de 1701, où il rappelle que c'est l'événement majeur, le grand événement de la politique d'alliance franco-amérindienne qui a permis la présence française en Amérique et l'événement fondateur de Montréal comme métropole. Ce n'est pas enseigné nulle part dans les livres d'histoire, c'est tout juste mentionné très brièvement et personne, si vous parliez en 85 de la Grande Paix de Montréal, le monde disait de quoi tu parles. Hein? Personne ne savait c'était quoi.
Alors, on a réussi à le ramener à la mémoire collective en s'alliant, et là, ça a été formidable. On a réussi à créer une alliance franco-amérindienne, puisqu'on s'est allié avec le Pointe-à-Calière, Musée d'histoire de Montréal, et on a pu obtenir, grâce à l'appui de la mairie de Montréal, le maire Bourque à l'époque, l'appui du gouvernement du Québec pour faire une grande commémoration en 2001 qui a vraiment déjà amené une autre notion du territoire. Et tranquillement aussi, on a pu commencer à avoir des activités extérieures. On y tenait beaucoup parce qu'il fallait marquer le paysage aussi. Et vraiment, pour nous, le moment tournant a été en 2010 quand on a pu accéder à la toute nouvelle place des festivals. Alors là aussi, ça a été une bagarre, hein, parce qu'au départ, on ne voulait pas qu'on y soit. Et là, ça nous a permis d'arriver avec un décor autochtone. Là, je vais faire quelque chose de très casse-gueule. Je vais essayer de partager l'écran en espérant que ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous voyez une image? Non. Là, est-ce que vous voyez une image? Merveilleux. Oui. Alors voilà, sur la place des festivals, on a travaillé avec un designer en cinéma et des artistes autochtones pour créer un grand décor monumental et pouvoir y tenir aussi des spectacles nocturnes et y avoir différentes activités. Alors là, on s'insérait vraiment dans la ville, dans le cœur de la ville, et avec un décor formidable. Et année après année, en y revenant, ce qui est éphémère, évidemment, le festival dure une semaine sur la place des festivals, devient finalement, par la récurrence, devient quelque chose qui marque les imaginaires associés à la ville. Et donc, évidemment, ce n'est pas le seul endroit, on a aussi des activités en salle, en cinéma. En 2001, Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix, est venu ouvrir le festival et a laissé un prix à son nom en cinéma. Alors, qu'on continue à remettre année après année. D'ailleurs, cette année, au cinéma, on a eu la visite de Mme Taubira elle-même, qui était là pour l'occasion. Alors, maintenant, si je veux revenir à la normale. André, est-ce que Oui. c'est possible de conclure en 2 minutes environ? Oui, OK, parfaitement. super. Alors donc, je me définis pour quelqu'un de pacifique comme un warrior culturel parce qu'il a fallu effectivement se bagarrer pour obtenir ce qu'on a obtenu. Et finalement, oui, il y a des choses qui ont changé à Montréal. Le belvédère sur le Mont-Royal qui surplombe la ville s'appelle désormais le belvédère Gondiarong. Gondiarong, c'est le chef Wendat qui a présidé à la Grande Paix de Montréal. On a réussi, et j'étais sur le comité, on a maintenant le symbole iroquois de la paix, le grand pain blanc, au milieu des armoiries de la ville. Donc, il y a eu des changements majeurs et maintenant, les arts autochtones sont reconnus. Et donc, il y a des pas vers la réconciliation et vers la décolonisation, mais des pas, j'ai bien dit des pas, vers. Ce n'est pas encore réalisé. C'est un long programme et on n'en est qu'au tout début. Voilà. Merci. Wow, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux de vous avoir entendu parler de ce sujet. Il nous reste, merci infiniment, il nous reste environ 5 minutes pour des échanges, mais je vous rappelle que on a une deuxième session également où les échanges vont pouvoir se faire de manière plus longue. Donc, il se tient de 11h à midi. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est gardé juste une petite portion d'échange. Donc, peut-être en 5-6 minutes, si les organisateurs nous le permettent, on pourrait commencer avec des échanges entre panélistes. Si vous avez des questions. Anne-Sophie, es-tu en train d'essayer de parler? Ton micro est fermé. Oui, ben c'était surtout un my God, il y aurait tellement de 5 minutes, ça me paraît c'est ça, un petit pas là, sur le chemin qu'on a à faire puis tout ce qu'on pourrait se raconter.
Mais moi, je pense que j'aimerais vous entendre un peu plus parce que, tu sais, c'est ça, moi, je travaille beaucoup sur des données parlementaires dans un milieu politique. Tu sais, c'est très, très cadré, puis c'est très, bon, il y a une structure parlementaire qui est très difficile à bouger, mais je vois quand même dans les réflexions que j'ai, puis dans ce que je constate au niveau politique, quand même des liens avec les arts, puis avec ce qui se fait au niveau des arts, puis ce que les arts permettent aussi. Tu sais. Fait que je voulais peut-être vous entendre là-dessus, ce que vous voyez comme possibilité à travers les arts au niveau euh, de rapprochement entre autochtones et allochtones, parce que c'est ce qui nous intéresse un peu, mais aussi au niveau de la résurgence, peut-être, dont je parlais. Je ne sais pas si c'est une question un peu trop vague, trop grande, mais Je vais donner André, tu poursuivras, là, je vais lancer ouais. Écoute, c'est super intéressant, oui, effectivement, comme tu as pu voir, les Autochtones avec qui j'ai travaillé, j'ai travaillé avec les filles de Mashteuil, mais je travaille aussi avec d'autres Autochtones. Pour la plupart, vont beaucoup, beaucoup intégrer les langues dans leurs titres, dans des cartels, dans la documentation, dans l'œuvre. Elle est audible également. Il y a beaucoup d'œuvres où c'est seulement en langue traditionnelle. Je pense à une œuvre vidéo réalisée au Centre Daphné par Catherine Boivin, qui est de Wemontachi, une artiste en art visuel vidéo surtout. Je pense aussi à l'œuvre qui a été réalisée dans le cadre de Elle autochtone au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ça a été commandé, là, en fait, c'est un projet de l'ONF avec le Centre Oboro, qui est un centre d'artistes d'art vidéo à Montréal. Il y a une œuvre qui s'intitule Couchard Chicken et ça a été une bataille verbale, hein? Une lutte verbale pour essayer de faire en sorte que le nom de l'œuvre reste en langue Innu Atikamekw, parce que c'était Innu et Atikamekw, c'est 3 filles qui l'ont réalisé. Et ça a été très compliqué. Le musée voulait absolument qu'on traduise et les filles disaient non, ça s'appelle Couchard Chicken, ça va rester Couchard Chicken, puis on ne veut pas le traduire parce que c'est notre rituel et on protège la cérémonie et ce qu'on a appris. Et ça, là, cette affirmation-là, ça s'est traduit même dans les négociations avec le Musée des Beaux-Arts à l'époque, on est en 2016-2017. Et bon, elles ont fini par accepter une espèce de traduction qui est comme un nom qui n'est pas du tout Couchard Chicken, là, mais qui est un autre nom. Là, ça ne me revient pas parce que j'ai d'autres titres dans la tête, mais c'est ça, il y a encore, tu sais, ben non, il faut donner un nom en français, oui, mais juste de le laisser en Innu puis laisser les gens chercher. Puis moi, j'ai vu qu'il y a aussi beaucoup de, tu sais, paresse, là. Il y a des gens qui ne vont pas du tout aller chercher, c'est incroyable. Nous, à l'UQAM, on a fait tout un livret avec plein de mots en langue Innu pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que veut dire mon corps tremble, couche-pou, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on avait fait un lexique. Donc, ça dépend des institutions. Une galerie universitaire, c'est assez libre. Hein? Musée des Beaux-Arts, c'est peut-être un petit peu plus... Oui, c'est ça. André peut poursuivre. Oui, ben, je pense effectivement entendre une langue autochtone pour les non-locuteurs, y compris les non-locuteurs autochtones, il y a un élément effectivement d'affirmation et de souveraineté, dans la mesure où si on ne comprend pas cette langue-là, c'est qu'on est aliéné par rapport au lieu, puisque c'est les langues originelles du lieu. Hein. Je rappelle que les langues d'Amérique, sauf peut-être l'Inuktitut, qui est particulier, circumpolaire, mais toutes les autres langues sont des langues qui n'existent qu'en Amérique et nulle part ailleurs. Hein. Il n'y a aucune parenté avec des langues asiatiques, africaines, etc. Donc, le parler, c'est affirmer justement la souveraineté autochtone sur ce territoire, parce que ces langues-là sont nées de ce territoire, pour le nommer, le vivre, et donc c'est extrêmement important. Le groupe Kashtin a été, dans les années 80, un duo qui chantait en langue Innu, a vraiment, à un moment donné, devenu un phénomène mondial. Et ça a été extrêmement important parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui se sont bien composés dans les langues autochtones.
Et à partir de 90, quand, suite à la crise d'Oka, on a arrêté de jouer Cachetin à la radio et à la télévision parce qu'il y avait ce ressac anti-autochtone. Il a fallu faire un effort pour demander aux gens de composer et de s'affirmer en tant qu'Autochtones, mais il y en a qui ont embarqué dans l'idée. Je pense notamment à Samian, qui maintenant a lancé, il y a 2 ans, Présence Autochtone, en 2021, un disque entièrement en langue Anishinaabe, sa langue ancestrale. Donc, il est important pour les artistes et même ceux qui souvent ont, je pense à Natacha Canapé-Fontaine, par exemple, qui réapprend sa langue parce que, ayant grandi en ville, elle avait perdu un peu, elle l'avait appris enfant, ben, elle cherche à le rattraper et c'est important vraiment pour elle. Donc, ça fait vraiment partie du courant décolonial dans les arts et ça permet justement de préparer les mentalités pour une véritable décolonisation qui, elle, ne pourra pas être que culturelle, c'est certain. Merci beaucoup, beaucoup pour ce début d'échange. Je vous invite, comme je vous le disais, on se donne rendez-vous à la 2e session. Donc, si vous pouviez vous inscrire pour cette 2e session-là, on va poursuivre cette discussion-là dans la 2e session parce que là, on nous indique qu'il faut couper la rencontre. Donc, merci beaucoup, puis on se donne rendez-vous dans quelques minutes. Merci.